Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette troisième étape du côté de Paris-Nice. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans cette journée, les tops, les flops, enfin, plus communément, un contre-la-montre par équipe. On essaiera de voir quelle équipe s'en est bien sortie, quelle équipe a été en difficulté du côté de cette journée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir, notamment des vidéos cyclisme. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et ça se passe dans les commentaires. Un contre-la-montre par équipe, toujours un exercice compliqué. Il y a toujours des vainqueurs et des perdants, même si les écarts sont un peu moins grands que sur un chrono individuel, parce que c'est vrai que en gros les perdants ont pris 1,15 aujourd'hui sur 30 km. Un Guillaume Martin aimerait bien sur un chrono individuel de 30 km ne perdre qu'une minute 15, mais on sait qu'il y a des coureurs qui s'en sortent mieux que d'autres dans ce type de chrono, et on va voir quelles équipes ont performé et quelles équipes ont été plus en difficulté en partant en sens inverse et en remontant le classement par l'ordre inverse. On commence tout de suite par la Cara Rural. Comme je le dis souvent, pas vraiment de surprise, déjà un de moins. Du côté de la Cara Rural, avec un abandon. C'est une équipe de deuxième division. Les équipes de deuxième division ne travaillent pas forcément le contre-la-montre et surtout la Cara Rural. Les équipes espagnoles, c'est pas vraiment leur spécialité, le contre-la-montre, et encore moins le contre-la-montre par équipe. Je pense que même dans cette formation, il y a des coureurs qui n'en avaient jamais fait chez les professionnels. Donc forcément, quand tu n'as pas l'habitude, une invitation un petit peu à la dernière minute aussi, donc par rapport à d'autres formations qui ont été repérées le parcours à plusieurs reprises ou qui ont fait des essais sur des circuits automobiles, eux ils n'ont pas pu le faire pour l'organisation, donc ça a des conséquences, même si ça serait quand même intéressant pour eux parce que potentiellement avec une participation à la Vuelta, il y aura également un contre-la-montre par équipe sur la Vuelta, je rappelle avec un règlement classique, cette fois-ci, pas le règlement sur le meilleur temps sur le premier. Là, ils auront peut-être un point de repère pour eux par rapport à cette performance. Ils n'ont même pas fini à 1, ils ont fini à 4. C'est pour vous dire qu'en termes d'organisation, c'était pas exceptionnel. Deuxième équipe, là, Intermarché. Là aussi, on l'a fait à 6, parce que Taco van der Horn n'était pas au départ. Lui qui avait fait une échappée dimanche lors de la première journée. Pas vraiment de leader au général. Donc déjà, quand tu n'as pas vraiment de leader pour le classement général, la motivation est quand même un peu inférieure. On va pas se mentir. Quand tu as un leader important pour le classement général, même les équipiers moyens dans cette discipline vont se donner à fond pour leur leader. Ouais, mais quand tu n'as personne pour le général et que tu sais que tu n'as aucune chance de jouer la victoire d'étape non plus, en gros, tu le fais pas forcément à 100%. Enfin, le petit surplus d'énergie que certains ont mis, toi tu vas pas le mettre parce que tu n'as pas cette motivation-là. Ça te coûte énormément. Et en plus, Intermarché n'a jamais été une équipe très performante à la fois sur le contre-la-montre, parce qu'ils n'ont pas vraiment d'experts de la discipline, et à la fois du contre-la-montre par équipe, parce qu'il y a des années où ils prenaient vraiment des roustes. Je me souviens d'une année sur le Tour de France avec Guillaume Martin, où ils avaient pris une rouste, vraiment, mais genre ils avaient pris une minute de plus que tout le monde. Donc c'est vraiment pas un exercice qu'ils apprécient en plus. La pique-nique, là aussi, s'il y avait eu Romain Bardet pour le général, on aurait peut-être fait un effort un petit peu différent. On aurait peut-être mis un peu plus d'énergie. Bon là, en gros, on n'a pas de leader majeur pour le classement général. Donc j'ai envie de dire que Warren Barguil, on sait très bien que techniquement en haute montagne maintenant c'est plus ce que c'était du côté de Warren Barguil. Donc à partir de ce moment-là, on a fait quand même le chrono. On le fait plus à fond qu'Intermarché, mais ça reste pas un exercice forcément exceptionnel. Et puis les vélos Lapierre, on sait que Groupama se plaignait énormément du vélo de contre-la-montre.
à l'époque où Lapierre était en World Tour. Donc, comme l'année dernière, ils n'avaient pas d'équipe, est-ce qu'ils ont travaillé sur ce vélo de contre-la-montre là? Peut-être pas, donc ça peut aussi jouer sur les différences de performance par rapport à d'autres équipes. On sait que Lapierre est plutôt bon sur les vélos de route, enfin de course en ligne. Par contre, sur le contre-la-montre, c'est pas forcément là où ils étaient les plus performants. Arkea, on est traîné les nouveaux Bianchi, qu'on avait déjà vu avec Kevin Vauquelin, les nouveaux Bianchi. Là aussi, déjà, bon, ils partent là aussi seulement à 6. Donc forcément, tu pars quand même avec un handicap. C'est très dur de rivaliser avec des équipes à 7 quand tu es un de moins. Les relais reviennent beaucoup plus rapidement. Et tu peux pas avoir un plantage sur un des coureurs. Donc ça, c'est déjà un vrai problème. Et puis après, Pierre Thierry, je pense qu'il n'en a pas fait tant que ça, des contre-la-montre dans sa carrière. Alors même si Arnaud Démare a un certain talent, parmi les sprinteurs, c'est l'un des meilleurs sprinteurs dans ce domaine. Mais bon, pour le reste, c'était pas forcément exceptionnel. Et là encore, on n'a pas forcément, on a plus un outsider. C'est vrai que j'attends de voir ce que ça peut donner Raoul Garcia Pierna sur cette semaine de compétition. Mais on n'a pas forcément un leader qui est capable de jouer le top 7 ou le top 8, on va dire, à la régulière. Donc forcément, là aussi, on n'a peut-être pas forcément une grosse motivation. Pareil du côté d'Alpecin, pas de leader. Un peu Vergalito. Bon, si on peut dire Vergalito, mais déjà Vergalito, c'est pas le meilleur sur le contre-la-montre. Donc c'est-à-dire que c'est quand même plus facile dans un chrono par équipe quand l'un de tes meilleurs coureurs est le leader pour le classement général. C'est-à-dire que quand un de tes meilleurs coureurs dans le contre-la-montre est le leader pour le classement général, c'est plus simple. Parce que ça veut dire que tu peux rouler un gros tempo. Là, il y a des coureurs qui n'ont peut-être pas fait le chrono à 100% en étant un petit peu obligés d'attendre Vergalito ou en étant obligés de protéger surtout Luca Vergalito. Après, Luca Vergalito, c'est pas le mec qui est le plus à l'aise avec un vélo. Donc là, comme il faut rouler extrêmement près les uns des autres, ça a peut-être été plus compliqué pour lui. Et puis Alpecin, j'ai pas le souvenir d'Alpecin ait déjà fait des super chronos par équipe, donc c'est peut-être pas forcément une discipline qu'ils apprécient énormément dans l'équipe, et puis ils avaient peut-être pas forcément repéré le parcours. Cofidis, bon, on l'a fait, on peut quand même dire qu'on colle 10 secondes à Arkea. Après, là aussi, on n'a pas de leader pour le classement général, on vise les étapes. Donc en gros, il fallait surtout que tout le monde arrive à bon port, que tout le monde arrive à destination, qu'il n'y ait pas de chute. Il y avait aussi deux jeunes, Maisonneuve et Izquierdo, donc qui n'en avaient jamais fait chez les professionnels. Sylvain Moniquet est de retour, donc c'est pas forcément évident non plus. Anthony Perez, il n'est pas forcément dans une forme olympique non plus, donc il n'y avait pas forcément le coureur pour faire la différence. Uno X, oui, ça va être compliqué pour les Knesund. Après, les Knesund sur le chrono, ces derniers temps, c'est quand même un petit peu compliqué. Une 19 de perdu, donc ça fait 40 secondes sur UAE, par exemple, pour avoir un temps sur une autre équipe de référence qui est un petit peu derrière dans le classement. Pourtant, on a des bons rouleurs. On a des bons rouleurs chez Uno X. Par exemple, là, je vois Abrahamson, c'est un bon rouleur. Christophe est un bon rouleur aussi. C'est pas qu'un très bon coureur de contre-la-montre, il sait faire également des bons contre-la-montre, Christophe, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Mais déjà, les Knesund, c'est pas le meilleur dans ce domaine. Déjà, c'est un problème. Et puis, on vient de changer de marque de vélo. Donc il faut aussi trouver les meilleures positions sur les vélos. Et là, il y a peut-être encore des réglages à faire du côté de certains coureurs. On n'a peut-être pas encore la position idéale. Donc ça va peut-être jouer également sur la performance de la Uno X. La Total Energy, à leur place. Ouais, ils sont à leur place, je dirais 15e. Là encore, tu vois, ils sont devant Uno X. Donc là déjà, ça peut être une belle satisfaction pour eux. Surtout qu'en termes d'organisation, c'était pas l'idéal. C'est vrai que Turgis, il a mis tout le monde dans le rouge. Le relais d'Anthony Turgis a fait extrêmement mal, notamment à Jordan Gégat et à Gachignard. Il n'a peut-être pas eu forcément l'idée du siècle à ce moment-là d'accélérer aussi fort
Anthony Turgis, donc c'est vrai que ça a mis tout le monde en difficulté. Après, bon voilà, on finit avec Jordan Jegat et Steph Kras. C'est plutôt pas mal, hein, du côté de la Total Energy. On est à 15 secondes de la Bahreïn, même à moins de 15 secondes de la Bahreïn. Bon, je dirais que c'est plutôt pas mal pour là encore un exercice où ça n'a jamais été une équipe qui a été performante dans ce domaine. La Tudor, je me serais attendu à un peu mieux du côté de la Tudor. Collectivement, moi je trouve que c'est une équipe qui court très bien collectivement. Je trouve que voilà, il y a un collectif qui est très fort. Donc c'est vrai que je m'attendais à les voir dans le top 10, pour tout vous dire aujourd'hui. Donc aller voir 15 secondes devant, quoi, hein. En gros, c'est à peu près ça, même un peu plus. Mais 15 secondes devant. Là, c'est vrai que je trouve qu'ils sont un peu loin. Ils sont un peu loin. On a perdu Linhart et Dainese assez vite. Il faut bien le dire. Donc ça va peut-être pas jouer dans leur sens également. Mais ouais, sur la fin, ils perdent peu par rapport à la première partie de parcours. Ils sont partis également d'Ossard 1. Enfin, d'Ossard 1, ils sont partis en premier. Donc avec pas de point de repère au niveau chronométrique. Donc ça va peut-être jouer également en leur défaveur. Parce que quand tu n'as pas vraiment de point de repère, c'est vrai que pour te dépasser, c'est pas toujours évident. On le voit notamment du côté du biathlon. Pour le biathlon même, il y aura un débrief demain. Demain, vers 12h, il y aura un débrief en ligne des sprints individuels. On fera, je pense, relais aussi. On fera la totale du côté du biathlon. Donc ça sera une vidéo assez lourde pour la suite du week-end du côté de Nové Mesto. Voilà, parce qu'on avait débriefé que le sprint masculin. Du côté de la XDS Astana, à sa place. Alors déjà, bon, ils sont aussi, eux, sur des nouveaux vélos, hein, les vélos XDS. Dans l'équipe, il n'y avait pas forcément un super rouleur. Je dirais que Chessball et peut-être avec Fedorov sont peut-être les deux meilleurs. Donc à partir de ce moment-là, c'est un petit peu compliqué. Je vois quand même qu'on a fini à la fois avec Champoussin et Terrada. C'est-à-dire je me dis qu'on fait quand même confiance à Champoussin pour peut-être jouer le classement général du côté de la XDS Astana. Mais ouais, on a sa place, quoi. Il n'y avait pas forcément les meilleurs coureurs dans cette formation. Bahreïn. Je m'attendais pas à des miracles du côté de la Bahreïn. À Valence, ils avaient fini dernière équipe. Enfin, parmi les grosses structures, hein, ils avaient fini à dernière équipe. Même si Martinez et Buitrago roulent bien, en gros, ça reste quand même des grimpeurs de base. T'as pas Mohoric au départ. T'as pas forcément des coureurs qui savent extrêmement bien rouler. Donc c'est sûr que tu t'as pas forcément un miracle, quoi, hein, qui se produit. Peut-être qu'avec Mohoric, on aurait pu gratter 5-6 secondes. Peut-être se rapprocher un petit peu plus de la Groupama. Mais bon, c'est une équipe qui n'a pas forcément... qui savait qu'aujourd'hui, il fallait plutôt limiter la casse. Qui n'est pas forcément performante dans ce domaine-là non plus. Donc c'est sûr que si tu avais eu Mohoric, si tu avais eu Tiberi, l'équipe aurait roulé plus vite. Bon, voilà, tu as Martinez et Buitrago et à la place tu as plutôt Jack Haig et Camille Gradec. Forcément, ça fait pas forcément des chronos exceptionnels. La Groupama, en fait ça dépend comment tu te places. Si tu te places du côté, tu prends en compte les derniers contre-la-montre de la Groupama FDJ contre-la-montre par équipe, tu te dis oui, c'est pas exceptionnel 11e, on aurait pu s'attendre à mieux. Sauf que les contre-la-montre avec la Groupama FDJ, c'était pas Guillaume Martin le leader de l'équipe. Guillaume Martin, c'est l'un des plus mauvais coureurs de contre-la-montre du côté des coureurs polyvalents qui jouent le classement général des grands tours. À partir de ce moment-là, que Guillaume Martin ne perde que 54 secondes, et encore 54 secondes par rapport à la Visma Isobike, encore une fois, il perd 15 secondes par rapport à la UAE. C'est plutôt pas mal pour Guillaume Martin.
parce que c'est pas, enfin le contre-la-montre, c'est vraiment pas un exercice où il est performant. On voit que, bon, il lui avait mis Stephen Kung, hein, pas très loin, donc voilà, il y avait Stephen Kung, Rémi Cavagna, Jacobs aussi, qui est pas mauvais dans la discipline. Mais oui, tu avais un poids mort, c'était Guillaume Martin. Donc c'est pas forcément évident quand le moins bon coureur du contre-la-montre, eh bien c'est ton leader. Je trouve qu'ils s'en sont plutôt pas trop mal sortis, vraiment. Parce que Guillaume Martin, il se retrouve quand même à avoir 5 secondes, 6 secondes d'avance sur la Bahreïn, sur Lenny Martinez. Sur un contre-la-montre individuel, c'est plutôt de cette distance-là, il aurait plutôt pris 1 minute 30 dans la gueule. Donc le fait d'avoir peu de retard par rapport aux adversaires, c'est plutôt pas mal. La Soudal Quick Step, j'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. C'est vrai que Van Wilder, Charman, ils roulent plutôt pas mal. C'est pas forcément là où ils sont le plus mauvais, hein, je dirais, du côté de l'un comme l'autre. Par contre, tu viens avec beaucoup de coureurs qui sont là pour le sprint. Ce qui fait que tu sais très bien que dans la bosse finale, tu as perdu pas mal de monde, notamment autour de Tim Merlier. Donc c'est vrai que tu joues en fait de classement, à la fois le classement de sprinter, à la fois le classement général. Ça veut dire qu'il te manquait un peu de main d'œuvre, hein, dans le final pour aider. Hein. Ils se sont retrouvés à 2 km de l'arrivée, à 2. Forcément, c'était pas le mieux pour faire un classement. Je trouve quand même qu'ils s'en sortent pas trop mal. Parce qu'au premier intermédiaire, j'étais plutôt inquiet du côté de la Soudal Quick Step et je trouve qu'ils sont quand même plutôt bien débrouillés, Charman et Van Wilder sur la fin. La Movistar, je m'attendais à un peu mieux de la Movistar. Ouais, vu le contre-la-montre qu'ils avaient fait autour de la communauté de Valence, avec une équipe qui était assez proche, hein, parce que je crois qu'il y avait déjà Milesi, il y avait Cepeda, il y avait Castrillo et Romeo. Donc ça veut dire qu'ils avaient déjà roulé ensemble. Je ne sais plus s'il y avait Moro, Garcia Cortina pour moi il n'y était pas, et Wout Barta je ne sais plus. Mais tu en avais au moins 4 qui étaient dans ce contre-la-montre là du côté de Valence, où c'était plutôt bien débrouillé, avec pourtant un Castrillo qui avait tracté l'équipe pendant une grande partie de ce chrono. Je m'étais dit, tiens, ça peut être un exercice où ils peuvent être efficaces. Alors, c'est pas une catastrophe non plus, ils sont dans le top 10, mais voilà, moi j'avais des attentes un petit peu plus élevées du côté de cette formation. La grosse déception du jour, pour moi, c'est UAE. Je sais pas ce qui s'est passé chez UAE. Moi, je pense qu'il y a un virus, parce que quand tu vois Sivakov, quand tu vois que Molano a été lâché extrêmement tôt, hein, je pense que Molano, il a dû faire le tour du circuit de Manicourt et pas beaucoup plus avec l'équipe. Il a été lâché hyper tôt. Molano, UAE, c'est loin d'être excellent. En sachant que, c'est vrai qu'on peut revenir sur un truc quand même avant de parler totalement de la UAE. La réalisation sur ce chrono, c'était pas top, hein. Autant hier, c'est vrai que sur Tirreno, j'en ai pas parlé, mais c'était plutôt pas mal la réalisation. Par rapport à d'habitude, sur un chrono, on a plutôt vu la plupart la majorité des coureurs. Autant là, c'était loin d'être exceptionnel du côté de la réalisation. C'était même pas top du tout du côté de la réalisation de cette épreuve. Bon, Jean Olmeida, qui perd quand même beaucoup de temps. Aujourd'hui, 40 secondes sur les Visma, plus de 25 secondes sur Ben O'Connor. C'est loin d'être idéal. Avec une organisation qui, je trouve, était pas exceptionnelle sur la fin, avec Narvaez qui semblait perdu, qui ralentit presque son équipe. Donc c'était loin d'être hyper efficace. Et oui, on perd très vite Sivakov qui dit « Bon, j'avais pas de jambes aujourd'hui ». Ça semble quand même un petit virus, ça, ce genre de phrase. Il n'avait pas l'air en plus au top de sa forme en interview. Donc Polite aussi, hein, qui lâche assez tôt. Au final, donc ouais, on n'était pas dans une grande journée du côté de la UAE, mais déception aujourd'hui. La Décathlon, alors c'était pas évident du côté de la Décathlon parce que là aussi, Aurélien Paré-Pinte, Félix Gall, pas des experts du contre-la-montre. Donc tu as 2 poids morts qui sont tes 2 meilleurs coureurs pour le général. Donc même si tu as Bissegger, même si tu as Bruno Armirail ou même Nason, t'as quand même 2 coureurs qu'il va falloir traîner jusqu'au bout. Et c'est vrai que, ça a été dit par Thomas Vauclair, ils ont fini à 5. Ils ont fini à 5, ça veut dire qu'il n'y a que Nason et De Pestel qui ont lâché avant. Et vous voyez qu'ils finissent à 1,58.
Donc en fait, ils ont lâché au sommet de la bosse, quoi. Ils ont lâché très tardivement. Pourquoi? Bah parce que, bon, c'est pas parce que c'était une stratégie, je pense, de départ. L'idée, c'était surtout de pas mettre dans le rouge par épintre égale. Et comme ils sont pas très bons sur le contre-la-montre, bah, tu as été obligé de faire un petit peu une course en dedans. Donc c'est-à-dire que Bisseger et je pense Armirail se sont pas employés à 100% aujourd'hui pour essayer de conserver au maximum Gall et pareil peintre dans ce groupe-là. Donc c'est plutôt pas mal parce que Gall, là aussi, hein, perd que 38 secondes. En gros, c'est plutôt une sacrée perf pour lui par rapport à un contre-la-montre individuel. Donc c'est plutôt pas une mauvaise journée. L'AEF, alors l'AEF qui était très bien en première intermédiaire, qui a un peu souffert sur la fin, l'AEF. Hein. Ils étaient très très bien en première intermédiaire et ensuite ils ont un peu craqué. Bon, 33 secondes, qui pour Paulet c'est pas mal, même s'il est bon sur le chrono. Voilà, pour Steinhauser c'est plutôt très bien, le coureur allemand. Après, bah là aussi, hein, tu partais avec un coureur de moins, pas n'importe lequel, Kasper Asgreen, qui je pense était emmené quand même pour faire le tempo. Donc il te manque quand même un gros élément pour faire un super contre-la-montre. Donc ouais, du côté de l'AEF, même si on est plutôt pas mauvais hein, dans la discipline, bah, c'était quand même pas forcément fantastique de ce côté-là. La Ineos, moins bien organisée que d'habitude. La Ineos, en termes d'organisation, normalement, ça marche super bien. J'ai trouvé que c'était plus compliqué que d'habitude, avec un Tarling qui est quand même lâché très tôt, avant la bosse, Joshua Tarling. Donc peut-être pas dans un grand jour, le Britannique, ou peut-être qu'il en a un peu trop fait. Jungels, qui lâche quasiment juste après, mais alors il lâche lui au début de la côte, mais il a vraiment explosé Jungels. Donc ouais, Foss qui a lâché un petit peu tout le monde dans le final, tu sentais qu'il y avait un peu de prestation pour lui. Mais bon, c'est là encore, hein, on perd que 32 secondes. Mais par rapport à d'habitude, c'est vrai que je suis un petit peu déçu du contre-la-montre de la Ineos. On est plutôt habitué à ce que cette équipe fasse quand même mieux sur les contre-la-montre par équipe. La Lidl Trek, ouais, Skelmose qui s'en sort bien, hein, 30 secondes. Bon, il y avait là aussi Matt Pedersen qui roule plutôt bien, mais tu avais quand même surtout une équipe tournée autour de la Lidl Trek. Alors sachant que Julien Bernard était quand même tombé assez violemment la veille, alors même si tu avais du Dan Houle, même si tu avais du Mats Pedersen, tu avais quand même beaucoup de coureurs qui sont surtout performants sur le plat, et ça manquait un petit peu de monde du côté des boss, donc ça risque qu'Elmose s'est retrouvé un petit peu seul à la fin. Il a peut-être manqué un petit peu de main d'œuvre. La Red Bull Bora Hansgrohe, alors qui est passé complètement inaperçu, hein, c'est vrai qu'on l'a quasiment pas vu cette équipe. Bah, eux c'est un très bon chrono, alors ils avaient de la chance, Lipovic, Vlasov, ils sont bons sur le contre-la-montre, donc là encore c'est plutôt mieux quand tu as des leaders qui roulent plutôt pas mal. Mais on avait surtout emmené une grosse équipe de contre-la-montre, je pense Sobrero, Mullen, Van Dijk, ce sont des très bons rouleurs, donc ça a forcément aidé du côté de cette formation qui finit quand même à 3, quasiment 4, hein, parce que même Sobrero il perd que 24 secondes. Donc on a peut-être mal géré par contre l'élimination des coureurs. On aurait peut-être pu faire un peu mieux dans ce registre-là. Et puis la Jayco Alula avec Michael Matthews, Ben O'Connor, eh bien on s'en sort plutôt bien hein, du côté de cette formation. On s'en sort même très très bien pour Ben O'Connor, même si on sait que Ben O'Connor est pas mauvais hein, sur les contre-la-montre. Mais quand même, là il perd que 14 secondes face à l'Armada Visma. Ça veut dire qu'ils prennent de l'avance par rapport à tous les autres coureurs. Et notamment du côté de la UAE, on prend beaucoup d'avance du côté de Ben et Connor. C'est un exercice qu'ils adorent. Et pourtant, un de moins. Comme Red Bull aussi, on n'a pas parlé, mais Red Bull, ils étaient que 6 aussi. Hein. Et bah, d'un côté comme de l'autre, avec un de moins, et bah, la cohésion d'équipe, un exercice qu'on affectionne. Et bon, ça marche super bien. Et pourquoi j'avais laissé la Jayco Alula hier, hein, je savais qu'ils étaient que 6. C'était pas une erreur de ma part. C'est parce que je me disais, bah, même à 6, ça va le faire. Alors que la Red Bull Bora Hansgrohe, au départ, je les avais mis parmi les équipes à suivre, pour tout vous dire, à la place de la Ineos. Et je m'étais dit, à 6, ça va peut-être pas le faire. Mais la Jayco, bah, ils adorent cet exercice. Ils ont toujours été bons sur les chronos par équipe. Donc là, pourtant, ils partent, je crois, 2e équipe, 3e équipe. Ils partent très tôt hein, derrière la Tudor. Mais c'est un exercice vraiment fantastique où ils savent extrêmement bien rouler en groupe. Je le dis toujours, hein, mais
c'est un exercice qui est toujours très particulier. Là, tu as 4 Australiens. Et ouais, mais l'école de la piste, hein, il y a un moment, c'est un exercice où tu sais très bien quand tu fais de la piste, ça fonctionne. Tu vois, la Red Bull Boransgrohe, bah tiens, il y a un Italien, là encore, la piste, ça marche plutôt pas mal du côté de l'Italie. Donc c'est des exercices où ils sont toujours très doués. Et puis la Visma, vainqueur aujourd'hui, j'ai envie de dire que sans trop de suspense quand même, aujourd'hui, la surprise, c'est plutôt de mettre plus de 40 secondes à la UAE. Mais de gagner, non, du côté de la Visma, c'est pas une surprise. Bon, on sait que Vingegaard, Jorgensen, très bon coureur de contre-la-montre. Campenhart, il a quand même été champion d'Europe de la discipline. Vous avez Eduardo Affini, ah bah tiens, là aussi, un coureur qui est bon dans le domaine. Et puis Axel Zinglet, bah, c'est toujours bien d'avoir un sprinter. Même si c'est pas le meilleur coureur, il permet de faire les relances. Le sprinter, ça permet de faire les relances. Donc c'est vraiment très bien d'avoir un sprinter toujours dans un chrono par équipe. Je dirais que c'est pas loin d'être l'équipe idéale. Non, c'est vraiment bien le travail qu'ils ont effectué du côté de cette formation. Ils finissent K2 en plus, c'est-à-dire qu'ils se sont bien répartis les tâches auparavant. Donc non, c'est plutôt une très belle performance, quasiment 56 à l'heure. Pourtant sur un parcours où sur la fin, c'était quand même très très technique. Il y avait toute une portion le long de la Loire où il y avait un enchaînement de ralentisseurs, de ronds-points. Et puis même la fin, c'était sur des routes qui étaient assez étroites, donc pas toujours facile de s'organiser. Sur la première partie, on s'organisait facile, sur la deuxième partie, c'était plus difficile. Et la Visma qui a surtout été très performante sur cette deuxième partie de course, où ils ont été extrêmement efficaces. Donc c'est dans la gestion des coureurs, dans le fait de faire sauter les coureurs au bon moment, où là ils ont été un petit peu meilleurs que la Jayco Alula dans cet exercice. Donc bravo, et puis du très bon Campenhart, qui a retrouvé des couleurs presque même sur le contre-la-montre dans cette formation. Donc non, ça a très très bien roulé du côté de cette équipe. On termine avec les différents classements. Donc le classement général, c'est Jorgensen qui est donc devant Vingegaard, Michael Matthews et O'Connor à 21 secondes. Vlasov, Lipovitz, Schmidt à 31 secondes. Skelmose dans le top 10 également. Premier français, Aurélien Paré-Peintre, 16e à 45 secondes. Le maillot vert, Tim Merlier devant Demar, devant Zinglet, devant Kedic. Là, pas de gros changements. Du côté du classement de la montagne, il n'y avait pas de points qui étaient donnés aujourd'hui. Du côté du maillot blanc, c'est Lipovitz qui passe en tête. Devant Skelmose, Sheffield, Steinhauser. Ça va être très intéressant encore ce classement du maillot blanc avec Romeo Castrillo, même Van Wilder. On voit qu'il y a un très très beau combat. Martinez aussi qui est dans ce classement. Ça va être très intéressant. Le top 5 de ce classement sera très difficile à obtenir. Et puis hop là, je vais juste finir avec le classement par équipe. Donc la Visma passe en tête devant la Jayco, la Red Bull, la Ineos et la Decathlon qui est au 5e rang. La dernière équipe, c'est la Intermarché qui est déjà à 7 minutes. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, eh bien, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao, ciao!